All right, oui, vous l'avez. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good afternoon, Président, rebonjour à tous. Maître Taylor, vous avez la parole pour poursuivre votre intervention. Maître Taylor, merci. Alassane n'était pas le seul local qui collaborait avec Ansardine. Certains de haut rang, d'autres moins, des Arabes, des Chantak, des Tamashek, P643 a témoigné que même les autorités locales, les autorités coutumières et religieuses locales coopéraient, même collaboraient pour s'assurer de leur survie. Alors que tellement de personnes à Tombouctou collaboraient, quel sera l'effet dissuasif d'une punition ou d'un châtiment sévère de M. Alassane, deuxième Touareg à être condamné par cette cour, alors que Tombouctou continue d'être rempli de collaborateurs qui ne sont pas différents d'Alassane. Et comment ça servirait les objectifs de réconciliation et de paix que de réduire l'indulgence de M. Alassane? Lorsqu'il a rejoint en Sardaigne, c'était déjà le groupe le plus puissant. Ils avaient déjà pris Tombouctou, ils avaient déjà peaufiné leur plan sur la façon de gérer Tombouctou. C'était conclu d'avance, avant qu'Alassane n'intègre pour la première fois BMS. Et aucun des crimes pour lesquels M. Alassane a été reconnu coupable n'est arrivé de son propre chef. Il n'a pas accusé ses victimes. C'est pas lui qui a décidé des sanctions. Sa présence n'a pas changé ou aggravé la façon dont ces sanctions étaient appliquées, ces flagellations. Sans lui, en Sardine, qui ne manquait pas de membres, l'aurait remplacé immédiatement et rapidement et facilement. L'accusation a demandé une peine de 22 ans, c'est-à-dire 8 ans de moins qu'une peine de perpétuité. Eh bien, nous pensons que ce chiffre est erroné, qu'il n'a rien à voir avec Alassane ou ses actions. De fait, dans l'affaire Lubanga, l'accusation a expliqué au juge que, pour des raisons de politique, il ne demanderait jamais une peine de moins de 80% du maximum, qui est 24 ans en l'occurrence, qui ensuite peut être revue à la baisse. C'est l'écriture 2901, paragraphe 92. Selon cette politique, l'accusation a toujours visé bien trop. À Lubanga, ils ont par exemple demandé 30 ans, il en a eu 14. Dans Katanga, ils ont demandé entre 22 et 25 années d'emprisonnement. Il en a eu 12. Dans Bemba, le procureur a dit qu'il devait avoir pas moins de 25 ans. Il en a eu 18. Et il a même été complètement acquitté en appel. La peine demandée à présent pour M. Alassane est en fait la moindre qu'ils aient jamais demandé pour un accusé devant la CPI qui n'a pas plaidé coupable. Est-ce que ça signifie qu'il reconnaisse que sa culpabilité est inférieure à celle de Katanga, qui a reçu une peine de 12 ans? Voilà ce qui devrait orienter vos réflexions. Je crois, Madame la Présidente, que votre micro est en marche. Merci. Bien, je vais à présent me pencher sur les crimes particuliers pour lesquels l'accusation a demandé une peine la plus élevée. Torture, le crime de guerre de prononcement des peines et persécution. Torture. C'est pour la torture, le crime le plus grave, c'est l'amputation de Daoud Maïga. M. Alassane n'a pas été reconnu coupable de ce crime au sens abstrait, mais plutôt pour sa contribution à ce crime. Et c'est cela qui doit orienter et définir sa sanction. La Chambre s'est appuyée sur sa déclaration pour arriver à sa conclusion impliquant son arrestation. C'est ça qu'il faut appréhender. Le jour même, Adam est passé à chercher Alassane chez lui. Et ils sont tombés sur les populations locales qui poursuivaient les Doumaga en l'accusant de voleur. Je répète, ils accusaient. C'est la population qui le poursuivait. Et même après que la police islamique ait aidé à échapper, ils ont continué à le chercher. C'est la population qui l'a traqué, arrêté et livré. Il n'y a
aucune conclusion selon lesquelles, aucune preuve selon lesquelles M. Alassane était impliqué dans cette arrestation ultérieure. De fait, P582 parlait de 3 arrestations. La première, de laquelle Dailou s'est échappé de la police islamique. Il a été retenu ensuite, il a été repris, puis emprisonné dans la prison islamique, puis s'est échappé là. Et après cette deuxième évasion, il a été arrêté par la population locale. From Mr. Alassane's participation at Dedou's first arrest to Dedou's punishment. There's no culpable finding that he wrote a police report concerning this incident. There's no finding that he had any involvement at the Islamic Tribunal. He was not involved in the punishment itself and was not present. Alassane was shocked by the punishment. In his words, he told the prosecution he was stupefied. Before this day, the tribunal had always found ways to avoid this punishment. And afterwards, the police were more active in making sure that there were no further such punishments. So this was the first and only amputation in Timbuktu. And because of that, the details were recorded in minute detail in a way that does not always happen in the battlefield. The existence of such details, which were not known to Alassane, should not sway you towards a disproportionate sentence. Instead, when you assess proportionality, we ask you to do so by reference to Katanga, where the defendant was convicted for the murder of 60 civilians, of which 25 were children. There was also a significant number of women and elderly persons. And in the Katanga sentencing judgment, the chamber noted that the attackers cut up their victims limb by limb before taking their lives. And some of the survivors had to have limbs amputated to save them. Like Alassane, Katanga was convicted under Article 25(3)(d, and like Alassane, Katanga was not present when the crimes occurred or in their immediate aftermath. S'il vous plaît, Madame le juge président, nous n'avons plus les traductions en français. Oh, merci, monsieur. Ah bon? Est-ce que vous entendez la cabine française? Est-ce que vous entendez? Ça arrive maintenant? Oui, maintenant ça arrive. Mais Mais- pendant en tout cas une bonne 5 minutes, il n'y avait pas de traduction. Thank you, Mr. Sita. It appears it's... La juge présidente, merci. Il semblerait que cela fonctionne maintenant. Merci beaucoup. Est-ce que cela fonctionne? Oui. Ça fonctionne maintenant? Oui. Thank you very much. La juge présidente, merci beaucoup. Sorry for the interruption, Ms. Taylor. Excusez-nous, maître Taylor. Poursuivez. Merci, Madame Taylor. Merci, Madame la présidente. Like Alassane, Tout comme Alassane, M. Katanga a été condamné au titre de l'article 25(3)(d et tout comme M. Alassane, M. Katanga n'était pas présent lors de la commission des crimes ou après la commission des crimes. Mais contrairement à M. Alassane, M. Katanga, il a été conclu que M. Katanga était la personne la plus haut gradée du groupe et que de ce fait, il exerçait une influence considérable sur les auteurs. Mais par contraste, M. Alassane avait un grade beaucoup moins élevé que les membres du tribunal islamique qui prenaient les décisions en matière de jugement et il avait une fonction beaucoup bien inférieure aux membres de Al-Qaïda qui a exécuté la punition et un grade beaucoup moins important que tous les autres émirs qui étaient présents. La chambre de première instance numéro 2 a conclu donc une peine de 12 années était appropriée pour la contribution de M. Katanga à ces 60 morts avec mutilation et imputation. Alors la route de la responsabilité pour M. Alassane est très tortueuse. M. Alassane a contribué à une amputation. Il y a eu application d'anesthésie. Lorsqu'on considère cela avec le fait que M. Alassane avait un grade beaucoup moins important que celui de M. Katanga, nous
nous avançons que M. Alassane devrait avoir une sentence beaucoup moins importante. Pour parler maintenant des deux jeunes hommes qui ont été flagellés le 8 juillet, j'aimerais vous parler de trois aspects à ce sujet. Premièrement, M. Alassane peut seulement être puni eu égard à l'allégation de crime suivant laquelle chaque homme a été flagellé fouetté 40 fois. Deuxièmement, suite à l'opinion dissidente de Mme la juge Akane, il n'est pas possible d'imposer une sanction pour ce crime au titre du chef d'accusation 6. Troisièmement, votre évaluation d'une sentence proportionnée doit prendre en considération le statut juridique ambigu de ces punitions et le fait que M. Alassane a exécuté ces punitions en respectant, suivant les ordres de l'émir et les instructions du tribunal islamique qui a appliqué la charia. Alors pour le premier élément, je dirais que la Chambre ne peut pas présenter de nouveaux éléments de preuve durant les délibérations. En ce faisant et en amalgamant la chronologie et la suite de vidéos qui ont été extrêmement modifiés, les juges sont devenus témoins en l'espèce. Et maintenant, il y a un de ces témoins qui a été remplacé par un juge qui ne faisait pas partie, qui n'a pas fait partie des délibérations. Deuxièmement, la conclusion factuelle du jugement s'écarte des charges qui ont allégué au paragraphe au paragraphe 477 que les deux personnes qui ont été fouettées 40 fois chacune. Ni la chambre préliminaire, ni la chambre de première instance ont le pouvoir de modifier les faits et les circonstances des charges. Troisièmement, les éléments de preuve sur lesquels se sont appuyés les juges pour condamner M. Alassane ne peuvent pas étayer une conclusion au-delà de tout doute raisonnable qu'il y a eu plus de 40 flagellations ou 40 coups de fouet par personne. Madame la juge Akane s'est appuyée sur la déposition de P0150, suivant lequel la punition était un tazir exécuté directement par la police, alors que Madame la juge Prost et Monsieur le juge Mindoua se sont appuyés sur la déclaration de Monsieur Alassane pour conclure que cela avait été ordonné par le tribunal islamique. Et si nous prenons en considération la conclusion de Madame la juge Akane, qui se fonde sur P0150, alors il faut prendre en considération les éléments de la déposition du témoin P050 sur lequel la punition pour la consommation d'alcool en 2012 était 40 coups de fouet. Si nous utilisons les points de vue de M. le juge Mindoua et de Mme la juge Prost, qui se fondent sur la déclaration de M. Alassane, alors nous devons considérer sa déposition suivant laquelle la flagellation représentait un total de 40 coups de fouet pour chaque personne. Si nous faisons référence à la vidéo sans M. Alassane ou le témoin P150, alors vous devez prendre en considération la déposition de la personne qui a filmé la vidéo et qui s'est souvenu que la punition maximale pour consommation d'alcool en 2012 était 50 coups de fouet. Ce qui m'amène à vous parler de mon deuxième élément, car du fait des opinions dissidentes de Madame la juge Akane et de Monsieur le juge Mindoua, il n'y a pas de base fiable pour imposer une condamnation ou une punition par rapport au chef d'accusation numéro 6. Alors que Monsieur le juge Mindoua a acquitté Monsieur Alassane, Madame la juge Akane et Prost ont conclu qu'il y avait, ont dégagé des conclusions pour différentes formes de comportement qui ne sont pas compatibles l'une avec l'autre, et ce, aux fins du chef numéro 6. Ces deux scénarios qui ne sont pas compatibles ne peuvent pas être tous les deux véridiques. Par conséquent, il n'y a pas de conclusion majoritaire. Madame la juge Akane a conclu que ce qui s'était passé le 8 juillet était un tazir, à savoir l'exécution d'une punition sans un jugement préalable de la part du tribunal islamique. Aucune conclusion n'a été faite au sujet de qui a arrêté ces personnes. On ne peut pas non plus supposer que ce fut la police, parce que c'est la ESBA qui était responsable pour l'application des règles concernant ou relatives à la consommation d'alcool. Et à titre alternatif, si nous prenons le scénario de Madame la juge Prost, le fait d'avoir accepté une peine inéquitable a trait au manque d'équité de la procédure du tribunal. Le comportement ou la conduite de M. Alassane a trait à son rôle et à sa contribution lors de ces procédés qui, d'après Madame la juge Akane, ne s'est pas produit. Le manque de cohésion, pour ce qui est de la matrice factuelle qui était cette conclusion, œuvre au détriment de M. Alassane pour ce qui est des peines. Comment est-ce que M. le juge Paek est censé gérer cette conclusion? Est-ce qu'il va se contenter d'adopter tout simplement la conclusion de M. le juge Mindoua,
loi. Alors, ce que nous avançons, c'est que cette confusion doit être tirée au clair conformément au principe de in dubio pro reo. En cas d'ambiguïté, le doute favorise M. Alassane et aucune peine ne peut être imposée par rapport au chef d'accusation numéro 6 ou relativement au coup de fouet dépassant le nombre de 40 par personne. Et pour en arriver maintenant à mon troisième argument, à savoir, il s'agit donc de ce que M. Alassane a fait au titre des chefs d'accusation 1 et 3, je pense que cela doit être diminué compte tenu du fait de sa connaissance limitée par rapport à la culpabilité de ses actions et des différentes contraintes imposées par des ordres supérieurs émanant de l'émir et du tribunal islamique. Madame la juge Akan et Monsieur le juge Mindoua ont conclu que la punition de flagellation n'est pas illégale conformément au statut de Rome. La Chambre a qui plus est conclu que les juges religieux exerçaient de façon traditionnelle une grande influence sur la population. Donc, ils ont exercé une influence importante sur M. Alassane. Il a dit au procureur qu'il croyait que le tribunal islamique appliquait la charia, à savoir la loi de Dieu. Et d'ailleurs, et c'est essentiel, M. Alassane a admis qu'il était ignorant pour ce qui était de la teneur de la charia. Il n'est pas en mesure de savoir si ce qui avait été décidé était juste ou injuste. Toutefois, il pensait que les punitions relatives à l'alcool relevaient du houdoud, des punitions donc qui sont requises par la charia. M. Alassane a dit au procureur que l'émir de la police avait choisi la personne qui était requise pour exécuter la punition et qui plus est qu'un ordre pour exécuter une punition était obligatoire. Et si l'on tient compte du degré moins important relatif à la connaissance de M. Alassane et des contraintes très claires eu égard à son aptitude à s'écarter ou à ne pas tenir compte des ordres supérieurs, nous avançons que sa situation exige une diminution importante de la peine. Et cela, en fait, conformément à la logique de l'article 25.3a du statut qui punit de façon individuelle, de façon conjointe ou par l'intermédiaire indirect les crimes. Et cette hiérarchie, pour ce qui est de la commission des crimes, qui est appliquée par la CPI, a été conçue par le théoricien allemand Klaus Roxin. Cela a également été utilisé pour la situation des gardes frontaliers de l'Allemagne de l'Est qui ont été punis et traduits en justice pour avoir exécuté les directives de l'Allemagne de l'Est qui consistaient à tirer sur toute personne qui essayait de franchir la frontière pour passer en Allemagne de l'Ouest. D'après Roxin, les gardes obéissaient à des ordres. C'est cela qu'il faut. Ils doivent être considérés comme des fongibles, à savoir des personnes qui sont interchangeables. Mais ce n'étaient pas les auteurs. Et cette analyse a été récemment adoptée par la Chambre d'appel dans l'affaire Ongwen. Alors que les tribunaux allemands ont reconnu que les ordres qui étaient donnés aux gardes frontaliers étaient manifestement illicites, ils ont également considérer les circonstances atténuantes pour les sanctions au vu de l'apparence prima facie de l'égalité et de la culture de l'obéissance. Les gardes frontières en question ont reçu des peines comprises entre 1 à 2 années de prison. Les tribunaux ont également pris en considération le fait que les gardes frontaliers étaient loués par le régime qui avait le pouvoir lorsqu'ils exécutaient les ordres, ce qui était également le cas de M. Alassane. Donc la peine la plus élevée est une peine de 7 années. C'est une peine qui a été infligée aux dirigeants qui avaient conçu cette politique et qui contrôlait les auteurs. Donc, se distingue entre la sanction pour ceux qui ont conçu la politique par opposition à ceux qui l'ont exécutée et qui ont répondu aux ordres, se retrouve dans l'affaire Ohashi de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, le tribunal militaire australien a acquitté les 2 gardes qui avaient participé à l'exécution parce qu'ils avaient obéi aux ordres qui étaient donnés par leurs supérieurs, alors que les juges ont reçu 2 années de prison. Il faut savoir que M. Alassane a déjà purgé 7
années de prison. Et je ne veux surtout pas minimiser l'intensité de la souffrance des victimes en l'espèce, mais nous avançons que la gravité objective est inférieure au meurtre. Le comportement de M. Alassane a été tel que nous devrions avoir une peine moins importante que la peine qui a été infligée aux personnes qui ont conçu la politique est-allemande qui consistait à tuer toute personne essayant de franchir la frontière. In her separate opinion, Dans sa opinion dissidente, le juge Akane a opposé la définition plus large de persécution et elle a rapproché d'autres crimes pour lesquels M. Alassane a été reconnu coupable. Et nous l'avons établi dans notre annexe C, le tableau d'annexe C, pour démontrer à quel point le procureur continue de s'appuyer sur des incidents pour lesquels M. Alassane a été acquitté. Étant donné cette réduction de la portée, il y a un doublon entre les chefs 6 et 13 qui peuvent apparaître comme similaires. Et les peines aussi, même si le procureur n'en convient pas. Pour déterminer la peine adéquate pour sa conduite, nous appelons la Chambre à prendre en compte d'abord vos conclusions selon lesquelles le tribunal islamique a joué un rôle important et utile pour remplir le vide juridique à Tombouctou. Deuxièmement, vos conclusions selon lesquelles M. Alassane pensait qu'il appliquait la charia d'une manière non discriminatoire et l'absence de connaissances qui était la sienne en ce qui concerne les procédures particulières appliquées par le tribunal. Troisièmement, l'absence d'intention discriminatoire de M. Alassane avant, pendant et après 2012. Madame la Présidente, Madame, Monsieur le juge, dans votre jugement, vous avez conclu qu'il y avait un déficit de sécurité et de justice à Tombouctou avant l'arrivée dans Sardine. Vous avez conclu qu'après la création du tribunal, il y a eu une augmentation du volume des affaires à mesure que les locaux venaient avec enthousiasme réclamer ou revendiquer leurs droits et obtenir justice. Vous avez conclu que le tribunal avait réussi à promouvoir des solutions pacifiques et à faciliter la réconciliation entre les tribus. Vous avez conclu que le tribunal s'est appliqué essentiellement à l'école Malakitab, qui était également celle appliquée par les gens de Tombouctou. Et la Chambre s'appuie en particulier sur les dépositions de P0150, selon laquelle, après le départ d'Alassane de Tombouctou, il a parlé sur l'application de la charia d'une manière non discriminatoire. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Appliquer la charia, la loi, à tout le monde sans discrimination, c'est l'essence même de l'équité. La Chambre a également pris grand soin d'insister que la charia ce n'était pas le procès de la charia, que la charia en tant que telle n'était pas un crime. Et vous avez reconnu qu'il serait erroné de confondre le droit islamique avec l'extrémisme, et nous vous appelons instamment à maintenir cet état d'esprit dans votre décision en ce qui concerne la peine. Nous vous appelons également à ignorer les tentatives du procureur de confondre la notion de djihad avec celle d'extrémisme. Djihad signifie forcer, orienter. Il y a un plus grand djihad et un plus petit djihad en islam. Le grand est celui qui se passe à l'intérieur et l'autre, le petit, celui qui traite des autres, des relations avec les autres. Le grand djihad est important, le plus important pour essayer de purifier le cœur des personnes et en faire de meilleures personnes, justement. Éviter le mal. Dans ses entretiens avec le procureur, Alassane a expliqué sa compréhension du djihad. Il a dit que Cheikh Abdallah l'avait décrit comme dava. Le mot de dava signifie littéralement invitation. Dawa, c'est une invitation à suivre la voie du bien prescrite par Dieu.
Alassane a expliqué au procureur qu'il comprenait le djihad comme une référence faite à l'intention d'un groupe d'organiser et d'administrer Tombouctou conformément à la charia, c'est-à-dire conformément avec le véritable droit de Dieu, la loi de Dieu qui, et vous l'avez dit, vous l'avez conclu, n'est pas un crime. Et puis, c'est essentiel, Alassane était convaincu du besoin de travailler avec en Sardine, après avoir entendu le cheikh Abdullah Chinguetti parler. Il a demandé à travailler à l'hôpital parce que c'était pour lui la bonne manière de faire le bien et de s'occuper des gens et non pas des corps des gens et non pas de leur esprit. Monsieur Alassane pensait que s'appliquait la charia, mais la majorité des juges, c'est-à-dire les juges Akane et Mindoua, ont considéré qu'Alassane n'était pas coupable, n'était pas conscient de manière coupable des détails particuliers que des procédures appliquées par le tribunal. Et donc d'avoir le recul nécessaire pour savoir que ces décisions prises par cette application par le tribunal s'éloignait du droit ou de la charia, du droit international de la charia. Donc c'est à travers ce prisme-là qu'il faut évaluer la responsabilité des crimes de M. Alassane. En plus, comme l'a dit la juge Akane, cette chambre ne peut pas assumer les faits que les faits établis dans le jugement étaient véridiques ou que les sanctions étaient mises en œuvre de la façon dont elles sont reprises dans les jugements eux-mêmes. Alassane a dit qu'il n'était pas conscient du contenu des jugements ou de la façon dont ils étaient gérés par le tribunal. Le jugement lui-même reprend plusieurs détails qui n'apparaissaient pas dans le rapport de police. Le jugement, par exemple, nomme le tenancier du magasin, nom arabe, et mentionne que cette personne avait porté plainte avant l'arrivée dans Sardine. Et même ce commerçant a suivi de manière attentive les décisions, la façon d'appliquer la décision du tribunal. Le jugement indique que le tribunal devait ignorer les accusations passées de vol parce que ça violait le principe de légalité, ce qui est assez juste. Le tribunal a également considéré qu'il y avait un doute quant au fait que les accusés étaient des adultes et donc que devait s'appliquer la sanction complète. Le tribunal utilise le terme de doute. Il ne dit pas que c'était des adolescents, il dit que s'il y avait un doute, ce qui en soi leur permettait de ne pas appliquer les sanctions prévues, l'ensemble des sanctions prévues par le Coran. Madame la Présidente, Madame, Monsieur le juge, votre conviction autour de ces facteurs aggravants doit se faire au-delà de tout doute raisonnable. Elle ne peut pas s'appuyer sur un doute. La Chambre d'instance a également reçu les dépositions de commerçants arabes qui souhaitaient traiter leurs affaires eux-mêmes. Et que la charia l'application de la charia était une manière de calmer les esprits. Nous vous invitons à appréhender la chose comme ça, c'est-à-dire que le tribunal islamique a essayé d'appliquer la loi pour éviter les querelles entre communautés ethniques. Donc c'est peut-être une justice dure, mais quoi qu'il en soit, c'est mieux que de ne pas avoir de justice. Et de ce point de vue-là, M. Alassane a été reconnu coupable d'avoir contribué à l'absence de processus conformément aux procédures et en bon respect des prescriptions du droit et de l'école maligité que suivaient les populations locales. De ce point de vue-là, la sentence, la peine requise par le procureur est de toute évidence excessive, en particulier lorsqu'on la compare à la peine décidée pour l'affaire Ohashi.
Pour définir la peine, il est nécessaire de prendre en compte l'absence dans votre jugement de conclusions selon lesquelles il y avait chez Alassane cette volonté discriminatoire. Bien au contraire, vos conclusions sont l'inverse. La Chambre de première instance est appuyée sur les dépositions de P0065 et P0211 et même dans leur interaction avec Alassane en 2012, il n'exprimait aucun sentiment non extrémiste. Au contraire, c'était une personne ouverte, il acceptait des fois des confessions différentes. Et facilitait activement l'évolution des professionnels de ses collègues féminins, comme nous l'expliquera Maître Beaulieu-Lucier. Monsieur Alassane est musulman et sa foi le pousse à appliquer ce que prévoit le Coran. Mais avoir la foi ne fait pas quelqu'un de fanatique ou de terroriste. Et si le procureur essaie de dépeindre M. Alassane d'une autre manière, vos conclusions ne peuvent que s'appuyer sur les éléments de preuve dont vous disposez. Dans les entretiens avec le procureur, M. Alassane lui a parlé, on lui a dit que les émirs souhaitaient qu'il participe à ces vidéos. Et on dit ce qu'il devait dire. La chambre d'instance a également écouté plusieurs locaux, des imams y compris, qui devaient lire les sermons préparés par Ansardine. Par exemple, transcription 130, page 29. Et ces locaux recevaient des paiements d'Al-Mahdi pour ce faire. Alors, si les imams locaux le faisaient tous les vendredis, les discours d'Alassane sont négligeables en nombre et en effet. Et la Chambre pourra considérer que dans ces vidéos, on voit un enthousiasme particulier vis-à-vis des activités d'Ansardine d'Alassane, mais la Chambre n'a pas conclu que cet enthousiasme était lié à cette application. Au contraire. Par ailleurs, il n'y a rien de mal à être enthousiaste dans la réduction du crime et l'augmentation de la sécurité. Les sentiments d'Alassane se faisaient l'écho des sentiments de beaucoup d'autres, y compris certains notables, P0654, P004, D553. Monsieur Alassane, à travers ses actions, était plus éloquent qu'à travers ses mots. Et surtout, après l'amputation de Dedou Maïga, donc nous pensons, selon ces bases-là, que les circonstances de M. Alassane ne le rendent pas plus coupable que Vlatko Koupéris, qui était un officier de police, condamné pour sa responsabilité parallèle par rapport à un crime de persécution. Eh bien, à l'instar d'Alassane, Vlatko Koupéris n'avait aucune intention de persécuter avant l'attaque en question. À l'instar d'Alassane, Vlatko Koupéris a aidé à la préparation logistique et a aidé en étant présent le jour de l'attaque. Et ceci a étayé une peine de 6 ans par rapport à l'attaque de persécution contre 116 civils musulmans, y compris des femmes ou des enfants, qui ont trouvé la mort dans cette attaque. Encore un élément de comparaison dans l'affaire Milan Gvero, vice-commandant, sous-commandant, qui a reçu une peine de 5 ans pour persécution et traitement inhumain pour des milliers d'hommes musulmans à Srebrenica. Il était chef des opérations, mais il n'a joué aucun rôle dans les grandes décisions qui ont mené à ces crimes, et ses contributions n'ont pas été décisives. Cette conclusion, Madame la Présidente, Madame, Messieurs les juges, peut s'appliquer également à M. Alassane. La Chambre a considéré que le rôle
d'Alassane était résiduel. Résiduel. Résidu, ça veut dire ce qui reste lorsque la plupart est partie, n'est plus. Eh bien, nous vous demandons de considérer ces éléments et d'appliquer cette notion de participation résiduelle. Aujourd'hui, l'accusation s'est appuyée ou a parlé du transfert de M. Alassane entre les autorités françaises et maliennes. Et ça prouve, d'après le procureur, qu'il a été détenu à Bamako pour d'autres agissements. En fait, ça prouve l'inverse. À la page 9949, il est dit « raison de la détention ». Et ces raisons, noir sur blanc. Alassane connaît Al-Ghali depuis 2012 et il reconnaît travailler à son profit. Il a été arrêté parce qu'il connaissait Yedakari et qu'il avait travaillé avec lui depuis 2012. Vous avez vu le mandat d'arrêt contre ce monsieur. Vous l'avez vu, ces agissements qui se chevauchaient. Et s'il y a un dossier contre M. Alassane pour les événements de 2012, il n'y a pas de preuve. Et le procureur vous a invité à ne pas spéculer. Nous vous invitons à faire la même chose. C'est écrit noir sur blanc ici, une lettre du ministère de l'Intérieur français. Il a été arrêté pour avoir travaillé avec Al-Sardine depuis 2012. Point. J'en viens à ma conclusion, Madame la Présidente, Madame, Monsieur le juge. Alassane demande pardon au peuple de Tombouctou et à tous ceux à qui il a nui. Ce souhait a été exprimé dans sa déclaration écrite et il est transmis aujourd'hui publiquement par ma voix et en son nom. La requête apparaît dans le jugement en appel de Strugar, paragraphe 365. Il ne souhaite nuire plus à personne. Il aime Tombouctou, il souhaite revenir, mais il respecte également les souhaits du peuple, des gens de Tombouctou et des victimes dans cette affaire. Comme va le développer Maître Beaulieu-Lucier, la chose la plus importante pour lui, c'est sa famille. Et il vous demande de lui donner la possibilité d'en prendre soin, d'être là pour eux et d'utiliser le temps qui lui reste pour les aider sur la voie, à reprendre la voie de la paix et de la réconciliation. Je lui donne, merci, je lui donne à présent la parole. Président, merci, Maître Taylor. Maître Beaulieu-Lucier, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Madame la Juge, Monsieur le Juge, c'est un honneur de m'adresser à vous aujourd'hui. Je parlerai des circonstances personnelles de M. Alassane avant et après 2012, de comment ces circonstances différencient M. Alassane des autres détenus et pourquoi ces circonstances devraient être prises en considération comme des facteurs atténuants de sa peine. Je souhaite également vous expliquer les raisons qui justifient de prendre en considération l'impact des restrictions et circonstances exceptionnellement sévères durant la pandémie et l'expérience de la détention de M. Alassane à Bamako à la sécurité d'État pour les faits de 2012 et son impact sur la détention qu'il a eue ici, à La Haye. M. Alassane est un homme qui a énormément souffert des lourdes conséquences des crimes pour lesquels il a été trouvé coupable. Il n'a pas seulement été privé de sa liberté depuis 7 ans. Il a été privé de sa famille, de sa communauté,
depuis son arrestation par Barkhane en avril 2017. Il a manqué la naissance de 2 enfants et a dû faire le deuil d'une fille en prison, à des milliers de kilomètres de sa famille. Ce simple fait a un effet dissuasif significatif sur M. Alassane et a atteint déjà cet objectif particulier de la dissuasion. L'objectif de la rétribution est également déjà atteint. En effet, la peine qu'il a déjà purgée à Bamako et à La Haye envoie un signal déjà très fort et qui permet d'exprimer l'indignation de la communauté internationale face à la commission des crimes pour lesquels M. Alassane a été condamné. Les mots de votre jugement sont déjà une peine. C'est un signal fort à la communauté locale et internationale. Plus de temps en prison n'enverra pas un message plus fort. La détention se passe en privé, loin des regards. Ce qui envoie un message fort, ce sont les mots. L'étiquette qui a été apposée sur M. Alassane en juin dernier. L'objectif d'une peine d'emprisonnement, et je vous soumets respectueusement, sont déjà atteints. De plus, toutes les circonstances personnelles de M. Alassane pointent dans la direction d'une réhabilitation positive et d'une réintégration pacifique et paisible à sa communauté. Sur la base de vos conclusions contenues dans le jugement, le procureur considère que M. Alassane mérite une peine d'emprisonnement de 22 ans. Je vous soumets respectueusement, et sans diminuer la gravité de vos conclusions, que la suggestion du procureur ne tient pas la route. Il s'agit d'une peine qui est complètement disproportionnelle à la situation personnelle de M. Alassane, même en mettant en balance la gravité et la contribution de M. Alassane aux crimes pour lesquels il a été trouvé coupable. Si nous considérons déjà l'année passée en détention à Bamako et les 6 années passées en détention à La Haye, il n'en demeure pas moins que M. Alassane devra encore purger 15 années de prison. M. Alassane sera libéré en 2039. Il aura 62 ans, considérant qu'il a été arrêté à l'âge de 40 ans. Gardez en tête que la Banque mondiale, en 2022, a établi à 58 ans l'âge moyenne d'espérance de vie au Mali. Son enfant aîné sera majeur, il aura environ 29 ans. Il aura à peine vu son dernier fils, qui est né, qu'il n'a pas encore rencontré, qui aura 16 ans. Madame la Présidente, honorable juge, M. Alassane a été condamné, mais il demeure un être humain. Les facteurs atténuant la peine atténuent la peine et non le crime. Et les facteurs atténuants permettent à la Cour d'octroyer une peine qui est individualisée et proportionnelle. Et je me tourne maintenant vers les facteurs atténuants plus en détail. Concernant le caractère de M. Alassane, la défense a présenté de la preuve afin de dresser un portrait de M. Alassane avant et après les faits. M. Alassane a été présenté comme un homme dédié à sa communauté, prêt à travailler gratuitement pour s'assurer de l'accès à la santé dans sa localité, et ce avant et après 2012. Il a été décrit comme un homme qui aide les personnes dans le besoin, peu importe leur ethnicité, leur genre ou leurs moyens financiers. Il a aussi été décrit comme une personne ouverte, qui respecte les pratiques religieuses différentes des siennes. Dans l'affaire Popovich, la Chambre de première instance a souligné qu'une sentence appropriée doit refléter le caractère de la personne condamnée. Le bon caractère d'un individu avant les événements et l'absence de condamnation antérieure sont des facteurs atténuants. Vous avez lu les mots de M. Alassane. Il n'évoque aucun désir de vengeance,
bien au contraire. Sa foi lui permet de passer à travers les moments impitoyables de la vie, sans garder aucune rancune, à l'instar de quiconque. Il pardonne aux gens qui l'ont torturé. La vérité, c'est que M. Alassane n'est pas un homme extrémiste et qu'il a déjà montré son potentiel de réhabilitation et sa capacité à réintégrer sa communauté. Les circonstances familiales militent également en faveur d'une atténuation de la sentence. La plupart des détenus ont des familles, ils ont des femmes, ils ont des enfants. Mais la situation de M. Alassane est un peu distincte, elle est quelque peu différente. Il est en charge de sa famille, de ses enfants mineurs. Et sa famille vit présentement dans une situation de précarité extrême. Elle doit se déplacer constamment en raison de l'insécurité qui s'accroît tous les jours au Mali. Et ce, sans la protection du responsable de la famille, M. Alassane. Il n'est pas là pour prendre soin de sa famille. Il ne peut s'assurer de la sécurité, de leur sécurité. Depuis le début de sa détention, ce sont ses parents qui s'occupent de ses enfants en bas âge, son père notamment, de 81 ans, qui est pratiquement sourd et aveugle, alors que c'est de lui qu'on devrait prendre soin. La pression qu'exerce la détention sur la famille de M. Alassane est incommensurable. M. Alassane a dit dans sa déclaration, et je paraphrase, « Les visites de ma famille à La Haye m'ont apporté énormément de joie, mais également beaucoup de peine lorsque je les vois partir. Je voudrais vraiment pouvoir les voir maintenant, mais je suis trop inquiet de leur demander de voyager. Je ne suis pas là pour les protéger et je ne peux mettre cette responsabilité sur les épaules de mes parents. Je ne peux favoriser mon propre bonheur au détriment de ma famille. Ses parents ne seront bientôt plus là pour prendre soin de sa famille, en raison de leur âge. Et la situation sécuritaire au Mali ne semble pas vouloir s'améliorer. En plus de cela, la famille de M. Alassane est également dans une situation d'insécurité supplémentaire particulièrement unique et pour laquelle M. Alassane n'est pas responsable, et je réfère la Chambre au paragraphe 31 de notre requête en vertu de la règle 68 pour l'admission de la déclaration de M. Alassane. La situation extrême dans laquelle se trouve la famille de M. Alassane en détention a un effet particulièrement dissuasif sur M. Alassane et elle pèse lourd sur lui et sa famille. Les tribunaux ont pris en considération les circonstances personnelles pour réduire la peine, notamment dans l'affaire Orich au TPY et dans l'affaire Katanga devant cette cour. Et ce devrait également être le cas ici. De plus, l'impact des mauvais traitements subis en détention à Bamako sur sa détention ici, à La Haye, en combinaison avec les circonstances difficiles durant la pandémie, sont des facteurs qui devraient être pris en compte dans la peine de M. Alassane. M. Alassane n'est pas comme les autres détenus. Son expérience particulièrement traumatisante de la détention avant son arrivée à La Haye a laissé des traces et a aggravé la punition qu'il subit de sa détention à La Haye dès le départ, qui a également été aggravée durant la COVID. Il ne s'agit pas ici d'établir un diagnostic ni de déterminer qui est responsable. Ce que nous demandons à cette honorable Cour, c'est d'évaluer et d'accorder un remède pour l'impact des actes subis à la DGSE à Bamako sur la détention subie ici, à La Haye. Cette honorable Cour n'a pas nié que M. Alassane avait été torturé à Bamako. Madame la Présidente, honorable juge, vous avez lu en détail ce que M. Alassane a vécu à Bamako. Vous l'avez vu. Vous avez vu ce qu'il y avait dans sa tête. Il ne pourra jamais changer ce qui lui est arrivé. Il l'accepte, mais c'est à jamais gravé dans son ADN. Il le vit jour et nuit. Il vit dans sa tête comme dans une prison, à l'intérieur même d'une prison. Il vit tous les jours comme une double peine. Cet élément fait partie intégrante
des circonstances personnelles de M. Alassane, de l'homme qui se trouve devant vous, dont vous avez la lourde tâche d'établir la peine qui est appropriée et individualisée. À son arrivée à La Haye en 2018, M. Alassane était déjà dans une détresse qui est unique aux survivants de la torture. Il a témoigné lui-même que tous les nuits, lorsqu'il entendait quelqu'un arriver, il avait peur qu'on le tue. Il revivait les mêmes cauchemars qu'en détention à la DGSE. Durant sa détention à Bamako, il a passé 4 mois menotté, sans pause, tous les jours. Et à son arrivée à La Haye, il a continué à dormir pendant 1 an dans une position fétale, comme s'il était menotté, par habitude. Plusieurs juridictions nationales ont pris en considération les conditions difficiles afin de réduire la peine d'emprisonnement à purger, comme par exemple en France, dans l'affaire Sassi Benchechali. Selon le résumé du dossier, les requérants accusés de crimes liés au terrorisme ont bénéficié d'une réduction de peine en France en raison des conditions difficiles subies sur la base américaine de Guantanamo. Dans cette affaire, un docteur a déposé un rapport alléguant, et je cite, « les mauvais traitements et les conditions de vie particulièrement précaires, l'isolement forcé, l'incertitude du lendemain entretenu jour après jour, le danger du potentiel réactivité par les interrogatoires poussés laisseront des traces traumatiques durables chez l'intéressé. » Madame la Présidente, Madame la juge, Monsieur le juge, il s'agit du même sort que M. Alassane a vécu à la DGSE. Et ce qui a permis à ces individus en France de recevoir une réduction de leur peine. Peu importe le diagnostic ou l'étiquette que l'on met sur M. Alassane, tout comme M. Sassi et Benchechali, M. Alassane portera les marques de sa détention de Bamako à tout jamais. Et ce sont des marques qui doivent être prises en considération dans la détermination de la peine qui est appropriée pour lui. Tous les détenus vivent des choses différentes en prison. Loin de moi l'idée de le nier. Mais ce ne sont pas tous les détenus qui ont été torturés en détention. Il s'agit d'une couche de souffrance additionnelle qui rend plus difficile son expérience de la détention et plus intense la punition qu'il subit tous les jours. Maintenant, alors que sa condition s'améliorait à La Haye, la pandémie est arrivée et en même temps l'ouverture de son procès. Le monde entier était désorienté. Imaginez-vous ce que ça peut faire pour un survivant de la torture, un individu qui a besoin de stabilité, de certitude, de prévisibilité. Quand tout à coup on rechange les conditions de détention, on augmente l'isolement cellulaire, on coupe les contacts en personne et on réduit les visites avec la famille et ses avocats. Le procès s'est ouvert en juillet 2020, au tout début de la COVID, durant les pires mois de la pandémie, alors que les mesures étaient reconduites à tous les mois, ne laissant aucune prévisibilité. M. Alassane était le seul à subir son procès à l'époque. Maintenant que nous sommes sortis de cette sombre période de la pandémie, il est difficile pour nous de nous remémorer de quoi avaient l'air nos vies. Mais je vous demanderai de vous rappeler cette période et vous rappeler les premiers mois, la peur extrême qui nous habitait. Et ici, dans la cour, vous vous rappellerez ce que c'était d'affronter la salle d'audience. Le fait que M. Alassane devait suivre son procès au début à partir du centre de détention, sans contact direct avec les avocats. M. Alassane a vécu la période comme tout le monde, mais l'impact sur lui n'est pas le seul. Ce n'est pas le même. Ce qui différencie M. Alassane est son expérience particulièrement traumatisante de la détention avant son arrivée à La Haye, qui a aggravé sa détention à La Haye. M. Alassane, dans sa déclaration, a témoigné que, sans contact avec les gens, j'avais comme un sentiment d'isolement moral. J'avais en quelque sorte trouvé des nouveaux repères ici, après avoir été déraciné de mon pays, de ma culture, de ma famille et mes amis. Mais avec la COVID, j'ai senti que j'ai perdu à nouveau mes repères. J'ai été déstabilisée et perdue.
De son arrestation en 2017 à son transfert à La Haye, il a été détenu incommunicado. Il n'avait aucun contact avec sa famille. Et ce n'est qu'après 1 an qu'il a pu finalement recevoir la première visite de sa famille à La Haye. Alors que la 2e visite devait être planifiée, la pandémie est arrivée et a suspendu la visite familiale. M. Alassane n'a pas revu sa famille pendant 2 ans et demi. 2 ans et demi dans une grande situation de stress représente une éternité pour quiconque, mais davantage pour une personne qui a vécu ce que M. Alassane a vécu en détention à Bamako. Il ne savait pas s'il allait revoir sa famille, une fois de plus. Chaque changement a été vécu comme un événement retraumatisant. Chaque changement replongeait à nouveau M. Alassane dans le cauchemar de la DGSE, dans l'incertitude. Durant cette période, M. Alassane a perdu un enfant, emporté par la malaria. En raison des mesures COVID, M. Alassane n'a pas pu voir sa femme, la mère de sa fille, et vivre son deuil avec elle avant 10 mois. Imaginez-vous ne pas pouvoir prendre la mère de votre enfant dans vos bras dans cette situation avant 10 mois. De ne pas pouvoir la consoler, de ne pas pouvoir consoler ses frères et sœurs qui ont perdu une fille avant 10 mois. Lorsque cette 2e visite a eu lieu, M. Alassane a finalement rencontré son fils qu'il n'avait pas encore rencontré et qui avait alors 4 ans. Depuis son arrestation en 2017, il a vu sa famille 4 fois au total, pour une durée respective de 10 jours. Il a passé 40 jours environ avec sa famille depuis avril 2017. La jurisprudence de cette Cour est claire à l'effet que les visites familiales sont impératives pour assurer le bien-être des détenus. Dans un arrêt de la Cour d'appel des États-Unis du district de Columbia, la Cour a conclu, et je cite en anglais, « A prisoner is entitled to a remedy when un prisonnier a droit à remède lorsque il n'a plus accès à ce dont il a accès, y compris en période de confinement. On ne peut pas laisser le... Les mesures COVID ont privé M. Alassane de son droit à la visite familiale pendant plusieurs mois, malgré que ce ne soit la faute de personne. Les tribunaux nationaux ont pris en considération l'impact de la COVID pouvait avoir sur les individus qui avaient une vulnérabilité préexistante, sans nécessairement à établir de diagnostic. Par exemple, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Australie, plusieurs tribunaux ont considéré les conditions de détention des accusés durant cette période se sont avérées plus sévères. Nous avons actuellement une vision de la pandémie qui est différente de celle en 2020-2021. Mais M. Alassane devrait toujours pouvoir bénéficier d'une atténuation de sa peine en raison de la COVID, comme tous les détenus autour du monde. Enfin, M. Alassane a exprimé son souhait de trouver un travail à sa sortie de prison qui lui permettait simplement de pouvoir prendre soin de sa famille. Il ne souhaite rien de plus que de pouvoir être avec eux, assurer leur sécurité, leur fournir un toit et vivre une vie tranquille et en paix avec eux. Chaque partie de cette affaire est tragique, y compris ce qui est arrivé à M. Alassane. Et le fait de le reconnaître n'enlève en rien la souffrance des victimes dans cette affaire. Je vous remercie, Madame la Présidente, Madame la Juge, Monsieur le Juge, et je passe la parole à ma collègue Maître Sethi. La juge présidente. Please proceed.
La juge présidente, oui, je vous en prie. Bonjour, Madame la Présidente. Bonjour, Madame, Monsieur les juges. Je m'appelle Havnit Sethi et je représente Monsieur Alassane aujourd'hui. Et j'aimerais en fait évoquer deux thèmes. Premièrement, l'absence de facteurs aggravants en l'espèce et le fait que ceux qui ont été envoyés par l'accusation n'ont soit pas été prouvés au-dessus de tout doute raisonnable ou n'étaient pas prévisibles de façon objective pour M. Alassane. Et deuxièmement, les arguments de l'accusation au sujet de la gravité et des circonstances aggravantes se fondent sur des conclusions importantes qui sont déjà intégrées dans le jugement en première instance et de ce fait, cela constitue une utilisation, un recours non autorisé du double comptage. Alors, je parlerai d'abord du manque de facteurs aggravants. L'accusation n'a pas su démontrer, conformément à la norme requise, l'existence de facteurs aggravants eu égard à M. Alassane. Il incombe à l'accusation de prouver ces facteurs aggravants au-delà de tout doute raisonnable. Il doit y avoir un lien proche, suffisamment proche entre le facteur et le crime ou les crimes en question. Toute déduction dégagée doit être la seule déduction raisonnable compte tenu de l'ensemble des éléments de preuve. On ne peut pas demander à la défense de réfuter une proposition négative. Contrairement aux arguments de l'accusation présentés ce matin, M. Alassane n'est pas un fanatique. L'accusation n'a pas su démontrer, et encore moins n'a pas su prouver au-delà de tout doute raisonnable, un élément de preuve relatif à un comportement dépravé, sadiste ou répugnant. Elle n'a pas non plus démontré qu'il y avait eu une participation robuste et un dévouement par rapport à l'activité criminelle ou un engagement indiscriminé avec comportement de brutalité. Et le droit est clair. Pour qu'il y ait zèle, pour qu'il y ait fanatisme, il faut qu'il y ait un seuil très très élevé. On ne peut pas établir une équation entre le fait d'effectuer des tâches avec dévouement et l'empressement à effectuer des crimes. Et effectuer votre travail ne signifie pas nécessairement que vous êtes un fanatique. La propagande, ce n'est pas le fanatisme. Cette Chambre a conclu que l'une des activités de M. Alassane consistait à parler de la mission et des objectifs du groupe. La Chambre a conclu qu'il avait fait preuve de participation enthousiaste dans certaines communications par vidéo au sujet des activités dans Sardine. Elle a également conclu que ce type de communication faisait partie des activités de propagande du groupe. Et cela peut être encore la chose la plus importante, que ces types d'activités de propagande étaient supervisés par un bureau chargé des médias qui de façon routinière, censurée. L'accusation n'a pas su démontrer que la seule déduction raisonnable de l'apparition de M. Alassane sur ces vidéos était le zèle ou le fanatisme. Elle n'a pas su démontrer qu'il y avait volonté et encore moins empressement ou participation robuste. Et d'ailleurs, cette Chambre a, par ses propres conclusions, fourni une autre déduction raisonnable. Une déduction raisonnable alternative. Dans la note de bas de page 3736 du jugement de première instance, la Chambre a conclu au sujet de l'une de ces vidéos que M. Alassane pouvait effectivement lire un texte. Elle a pris note de sa déclaration suivant laquelle c'est le bureau chargé des médias qui avait rédigé ce texte et qui le lui avait donné pour qu'il le lise. Ce qui signifie qu'il y a une autre déduction tout aussi plausible, tout aussi raisonnable pour expliquer le fait que M. Alassane se trouve sur ces vidéos de propagande. On ne peut pas supposer qu'il était fanatique, mais il y a une véritable possibilité qui a été reconnue par cette Chambre et qui est que ce message avait été rédigé. Et le fait de lire un message rédigé ne correspond pas au fanatisme ou au zèle. Et il faut savoir que sa participation aux activités de propagande n'est pas illicite. La Chambre de l'affaire Popovitch a indiqué de façon très claire que la propagande ne
constitue pas, n'est pas égal au zèle, au fanatisme. Milan Gvero, l'un des défenseurs en l'espèce, s'était vu confier des fonctions relatives à la propagande extérieure. En dépit du fait qu'il était parfaitement au courant des intentions militaires à Srebrenica, il a de façon intentionnelle diffusé des informations erronées pour induire en erreur et pour entraver l'aptitude de la communauté internationale à protéger la population civile. Et pourtant, c'est en dépit de ces efforts intentionnels qui consistaient à induire en erreur la communauté internationale, la Chambre de première instance a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve absolus de zèle ou d'enthousiasme. Et puis, il faut également indiquer que des facteurs aggravants ne peuvent pas être établis eu égard à des délits non repris dans les charges ou des allégations non reprises dans les charges. En conséquence, même si les conclusions factuelles de la Chambre suggèrent que certains délits auraient pu se produire, il n'y a aucune condamnation qui a été prononcée sur la base de ces faits. Donc, il n'y a pas de circonstances aggravantes qui peuvent être déduites de ces conclusions. La référence de l'accusation à la déposition et aux éléments de preuve par oui-dire du témoin P0641 vise des menaces pour une troisième personne, et cela ne peut pas être pris en considération. Premièrement, il s'agit d'un incident qui n'a pas été repris dans les charges, et cela n'a pas fait partie de la condamnation de M. Alassane. Deuxièmement, cela se fondait sur du oui-dire. P0641 n'était pas présent lorsque l'incident s'est produit et a entendu cette histoire de la part de la personne, de l'homme qui disait avoir été la victime. Au vu de cette valeur probante diminuée, on ne peut pas se fonder sur ces éléments de preuve par oui-dire pour dire que la norme requise a été trouvée. Qui plus est, P0641 donne deux inflexions différentes à ce récit par oui-dire. En l'absence d'une habilité, de l'aptitude, pour pouvoir confronter la source afin de déterminer la véracité de l'événement, la Chambre ne peut pas choisir entre ces deux versions pour déclarer qu'il y a eu, au-delà de tout doute raisonnable, des évaluations de circonstances aggravantes. Avant d'aborder la question de la prévisibilité, la défense saisit cette occasion pour répondre à ce qu'a fait valoir l'accusation sur laquelle Ansardine avait ciblé toute la ville de Tombouctou, ce qui n'est pas exact. La jurisprudence est claire et il faut savoir que une personne qui a commis un délit ne peut être punie que pour les crimes pour lesquels il a été véritablement condamné. Et comme l'a indiqué Maître Taylor lors de son intervention, M. Alassane a été acquitté de la moitié des charges. Donc, ce que dit l'accusation n'est pas exact et cet argument ne doit pas être retenu. J'aborde maintenant le manque de prévisibilité objective. M. Alassane ne peut pas être considéré responsable pour des actions ou des actes ou des conséquences que, de façon objective, il ne pouvait pas prévoir au moment des événements. L'accusation avance que M. Alassane doit être considéré comme responsable et que sa peine doit être augmentée pour la situation de l'amputation de Dedeu Maïga, par exemple, ou pour le fait que la robe du témoin P554 s'est déchirée. Cela doit être rejeté. L'accusation... Alors, il faut savoir que la fourchette de culpabilité va de la prévisibilité objective à la conscience de l'intention. Un facteur aggravant doit au moins avoir été prévisible de façon objective par le défenseur au moment du crime. Et l'accusation doit prouver cela au-delà de tout doute raisonnable. Vous avez déjà entendu Maître Taylor vous expliquer les circonstances qui ont abouti à l'arrestation et à la condamnation de Maïga. Vous vous souviendrez que M. Alassane n'était pas présent lors de cette amputation. Cette Chambre a également conclu que M. Maïga a souffert de rejet social après sa punition. Mais ce qu'elle n'a pas conclu, c'est que c'était M. Alassane qui était responsable pour ce rejet et qu'il y avait contribué.
ou que cela a été de façon objective tout à fait prévisible. En l'absence d'une telle conclusion au-delà de tout doute raisonnable, l'accusation ne peut pas s'appuyer sur ce type d'argument. Et la Chambre n'a pas non plus conclu que M. Alassane avait joué un rôle dans la diffusion ou la publication des informations relatives à la peine. En l'absence d'une conclusion de la part de cette Chambre suivant laquelle M. Alassane était coupable de tels actes, il ne peut pas être considéré responsable. Le public a assisté à ces punitions de son propre gré. Il n'est pas juste de suggérer que c'est M. Alassane maintenant qui doit en payer le prix. Et je vais maintenant aborder un autre événement, le facteur aggravant de la publicité, que l'on ne peut pas utiliser pour l'incident eu égard à la témoin P554. L'accusation n'a pas su prouver au-delà de tout doute raisonnable que M. Alassane aurait pu prévoir de façon objective que le témoin P554 serait exposé de façon brève au public. La Chambre de première instance a conclu que P554 avait été arrêté et détenu par la Hezba sous le commandement de Mohamed Moussa, à l'encontre duquel de nombreux membres dans Sardine avaient déposé plainte et avaient essayé de se distancer. La Chambre de première instance n'a pas conclu que M. Alassane a été impliqué dans l'arrestation, la détention, la peine ou l'exposition du témoin P554. Et d'ailleurs, au paragraphe 842 à 844 du jugement, M. Alassane ne brille que par son absence. Sa culpabilité eu égard à cette victime a été déterminée en utilisant l'article 25.3d. Et il ne faut pas oublier que M. Alassane n'était absolument pas informé de son arrestation, de sa détention ou de la peine qui allait lui être imposée. Est-ce qu'il serait juste ou approprié de dire que M. Alassane aurait pu prévoir de façon objective ce qui allait lui arriver? Est-ce que l'accusation a prouvé au-delà de tout doute raisonnable que M. Alassane aurait pu prévoir de façon objective, en dépit du fait que d'autres femmes avaient été punies de la même façon, que cela allait se passer et allait arriver au témoin P554? Nous avançons que la réponse est négative. Et M. Alassane, d'ailleurs, n'était pas au courant de l'arrestation du témoin P565, de son âge et de la peine qui a fini par lui être imposée. En fait, la Chambre a conclu que la police avait arrêté le témoin P565 parce qu'elle avait identifié le lieu de sa détention comme étant la BMS, qui à l'époque était le siège de la police islamique. Elle n'a pas conclu que c'était M. Alassane qui avait procédé à son arrestation. Et la Chambre n'a pas non plus conclu qu'il avait par la suite appris qu'elle avait été arrêtée ou condamnée. L'accusation n'a pas démontré que M. Alassane était informé au sujet de son âge, qu'il aurait pu prévoir de façon objective qu'elle avait 14 ans et qu'elle allait être condamnée comme elle l'a été. Il faudrait également indiquer à cet égard que la peine imposée à P565 était la première de ce genre de peine depuis le début des opérations dans Sardine dans la région. Aucune punition semblable n'avait jamais été exécutée auparavant. Donc nous vous demandons, mesdames, messieurs les juges, s'il était véritablement prévisible de façon objective qu'en juin 2012, dans un contexte où aucune peine de la sorte n'avait jamais été prononcée ou exécutée, dans une situation où M. Alassane n'était pas conscient de l'arrestation d'une personne, qu'il n'était pas informé de sa détention, de la peine, de son nom et de son âge, qu'il aurait pu savoir qu'elle était vulnérable. Une fois de plus, nous indiquons que la réponse est non. Et j'en arrive maintenant au deuxième thème, à savoir l'accusation s'est appuyée sur des conclusions importantes qui sont déjà intégrées dans le jugement pour faire valoir la gravité et les facteurs aggravants. La défense vous a fourni un document. Alors, nous insistons sur l'annexe B en bleu et en rose qui maintenant est affiché sur vos écrans. Alors, si l'on prend ces entrées qui viennent du jugement et des arguments de l'accusation. Est-ce que vous avez cela sur vos écrans?
Nous aimerions attirer votre attention sur ce qui est écrit en bleu et en rose. Donc, il s'agit cela a été extrait du jugement et de documents de l'accusation. Alors, il y a double comptage. Comme vous le voyez, ils sont nombreux. Et d'ailleurs, il a été bien établi que tout facteur évalué par rapport à la gravité du crime ne peut pas être considéré comme une circonstance aggravante ou vice-versa. Je vous ai parlé de l'exposition rapide de la témoin P554 pendant sa peine. C'est un événement qui a déjà été intégré dans les conclusions de la Chambre au sujet de la torture. Et comme la conclusion importante de la Chambre relative à l'élément physique du crime, l'accusation essaie de procéder à un double comptage de ces conclusions pour dire que pour faire valoir la gravité et la circonstance aggravante, et cela ne peut pas être considéré. La Chambre a conclu que des enfants étaient présents lors des peines exécutées lorsqu'il y avait flagellation. Et il a également été conclu que la nature publique de la sanction et la présence d'enfants intensifiait la souffrance des victimes. Et ce sont ces événements pris dans leur intégralité qui ont indiqué que le premier élément du crime de la torture était retenu eu égard à toutes les victimes. De même, dans son paragraphe 1.3.1.1 du jugement, pour ce qui est des conditions de détention de P056 et P0557, la Chambre s'est appuyée là-dessus pour conclure que le premier élément de la torture était satisfait. Plus précisément, la Chambre a conclu que les conditions de détention faisaient partie de toute une série d'actes commis contre eux, et lorsqu'ils sont pris ensemble, cela correspond à l'élément de souffrance et de douleur, ce qui signifie que ces conditions ne peuvent pas être réutilisées par l'accusation pour présenter ses arguments pour les facteurs aggravants pour les chefs 1 et 3. Pour ce qui est de l'utilisation de l'intention discriminatoire, là, il ne s'agit pas de compter quelque chose doublement, mais il s'agit de ce que j'appellerais un triple comptage, car la Chambre s'est appuyée sur la discrimination pour déterminer l'existence d'une attaque conformément à une organisation et une structure, ce qui est requis dans le chapeau de l'article 7. La Chambre, dans l'affaire Taganda, a conclu que, en cas de crime de non-persécution, lorsqu'il y a structure et organisation, il y a donc un élément discriminatoire qui est contenu. Mais tout facteur pris en considération pour évaluer la gravité ou l'aggravation du crime de non-persécution ne peut pas être à nouveau pris en considération lorsqu'on évalue la gravité ou l'aggravation de la persécution. La Chambre a conclu en fait que l'objectif commun comportait un élément discriminatoire. Elle a également conclu au terme de l'article 25.3d que M. Alassane était responsable pour sa contribution à l'exécution de ces règles discriminatoires. Étant donné que ces facteurs ont déjà été utilisés par cette Chambre pour déterminer les modes de responsabilité, on ne peut pas à nouveau les utiliser pour déterminer et évaluer les facteurs aggravants. Donc ce sont des arguments qui doivent être réfutés, mesdames, messieurs les juges. Pour déterminer la peine appropriée, un distinguo doit être fait entre les personnes qui se sont laissées happer et ceux qui ont aggravé la situation ou qui sont à l'origine de la situation. Nous vous demandons de prendre cela en considération alors que vous allez donc évaluer le degré précis de la participation de M. Alassane. Vous avez conclu qu'il y avait contribué. La question consiste à savoir dans quelle mesure il y a contribué et dans quelle mesure nous voulons le punir davantage en sus de ce qu'il a déjà perdu. Donc, mes collègues et moi-même, nous nous sommes exprimés devant vous aujourd'hui. Mais l'homme que M. Alassane était en 2012, nous en avons parlé. Mais pour ce qui est de savoir ce qu'il était avant et après les événements, et pour ce qui est de savoir l'homme qu'il voudrait être, et nous vous demandons, sur la base de ce que vous avez vu, de ce que vous avez entendu, de l'autoriser, de le laisser être le fils, le mari et le père qu'il veut être. Merci. Thank you very much. Présidente, merci beaucoup. Maître Taylor, est-ce que ceci met fin à l'intervention de la défense? Maître Taylor, oui, c'est le cas. Merci, Madame la Présidente. Présidente, merci beaucoup pour vos interventions. Je me tourne à présent vers mes collègues à ce stade, voir si
Il y a des questions? Non? Bon. Moi, j'ai une question pour le procureur. Monsieur Duterte, ça porte sur la question de la coopération en tant que facteur potentiellement atténuant. Si j'ai compris votre intervention, vous partez du principe que M. Alassane a coopéré en fournissant une déclaration extensive qui a été présentée devant la Chambre, mais votre position, c'est qu'il n'est pas pertinent pour la Chambre de considérer cette coopération comme un élément atténuant parce que c'était avant le mandat d'arrêt et que vous vous concentrez pour la coopération sur les faits postérieurs. C'est bien cela? C'est-à-dire que vous considérez que la coopération dans une enquête avant l'émission d'un mandat d'arrêt ne peut pas être prise en compte comme facteur atténuant? Ou si ce n'est pas le cas, est-ce que vous pouvez développer un petit peu la façon dont vous pensez qu'il faut évaluer la question de la coopération? Madame la Présidente, je vous remercie de l'opportunité de clarifier cela. C'est en réalité les circonstances qui suivent cette interview qui conduisent à accorder extrêmement peu de poids à cette interview qu'il a donnée volontairement. Dès que le mandat d'arrêt a été émis, il n'y a eu absolument aucune coopération pour les raisons que j'ai expliquées, ni agreed fact, des contestations de tous les éléments du dossier, et c'est son droit, je ne le conteste pas. Et naturellement, le fait qu'il a fermement opposé l'admission de cette interview au dossier lui-même. Donc, dans le cadre de l'enquête, il est difficile de prendre en compte, à titre de la coopération, un interview qu'il a donné, alors qu'il lui-même s'oppose ensuite à ce qu'on l'utilise. Et si tant est qu'on puisse y donner un peu de poids, et je ne veux pas préjuger de la décision de la Chambre à cet égard, compte tenu de cette opposition, qui est son droit de s'opposer à l'admission de cette interview, alors effectivement, très peu de poids peut être donné en termes de coopération. Et quand on compare avec d'autres, comme M. Almadi, alors c'est effectivement le jour et la nuit. Je vous remercie, Madame la Présidente. Présidente. Merci beaucoup. Voilà qui précise et explique beaucoup pour moi. Pas de questions, pas de commentaires qui en découlent? Maître Taylor, Madame la Présidente, est-ce que je pourrais brièvement répondre à la réponse de l'accusation et avoir le dernier mot? Président, certainement, vous pouvez faire un commentaire si ça vient de la question qui vient d'être soulevée. Maître Taylor, oui, merci beaucoup Madame la Présidente. 3 points en réponse à ce qui a été dit. Présidente, pardon, est-ce que c'est une réponse générale à l'intervention de l'accusation ou sur ce point précis? Maître Taylor, sur ce point précis. Merci beaucoup, Maître Taylor. Le premier point, c'est que l'accusation soutient que M. Alassane s'est opposé à l'utilisation de cette déclaration. Mais l'opposition, c'est sur la question du caractère volontaire ou involontaire. L'accusation considère que c'était volontaire, donc c'est une coopération, par définition, volontaire. Deuxième point, nous pensons que ces déclarations antérieures doivent avoir encore davantage de poids, puisqu'il n'y avait pas de mandat d'arrêt contre lui, il n'y avait pas de quiproquo. C'était une déclaration longue et un bel exemple exhaustif de coopération sans monnaie d'échange. Il ne demandait rien en retour, il ne minimisait pas son rôle ou il n'essayait pas d'obtenir quoi que ce soit puisqu'il n'y avait pas de mandat d'arrêt. Troisième point, c'est que nous avons besoin de dissocier 2 choses. D'abord, la déclaration, dans la mesure où ça constitue une coopération, et ensuite la question de savoir si nous avons convenu de faits dans l'affaire. La jurisprudence est claire. Nous ne pouvons pas dire que l'absence de faits établis, de faits accordés ne pourrait être utilisée contre une personne accusée. Il ne peut pas être pénalisé pour avoir exercé un droit qui est le sien. Donc nous avons ici un exemple de la déclaration de coopération claire et rien
ne saurait atténuer la portée de cette coopération. Merci beaucoup. Présidente, merci beaucoup, Maître Taylor, pour vos commentaires. S'il n'y a rien d'autre de la part des partis, je ne vois aucun signal qui pourrait me le faire supposer. Nous en sommes donc à la conclusion de cette audience. La Chambre va se retirer, va délibérer et notifiera en temps utile une date de prononcé de la peine conformément à l'article 76 du statut. Je profiterai de l'occasion pour remercier tous les présents dans ce prétoire, les partis participants, nos interprètes, la sécurité et, bien entendu, les présents dans la galerie du public ici sur place ou en ligne. Sur ces commentaires, la séance est désormais levée. Veuillez vous lever.